J'ai connu la faim, j'ai volé pour subvenir à la dépendance de ma mère. J'ai fini par couper les ponts avec elle. 5 ans plus tard, elle me demande pardon. Mais cette fois, c'est moi qui décide. Quand j'avais 11 ans, ma mère me faisait entièrement confiance. À cet âge, je savais déjà laver mes vêtements, préparer un repas avec seulement 3 ingrédients et m'enrouler dans une couverture la nuit en faisant semblant que quelqu'un me serrait dans ses bras. Ce n'est pas qu'elle n'était pas là, non. Elle était bien à la maison, mais enfermée toute la journée dans sa chambre, concentrée sur son art. Quant au fait que son art ne payait jamais les factures, je pensais juste qu'elle me faisait confiance pour gérer les choix pratiques. Alors même quand je me réveillais au milieu de la nuit avec des coups de feu au loin, ou en sueur dans une chaleur de 40 degrés parce qu'on n'avait ni ventilateur ni clim, je ressentais une fierté énorme. Chaque fois que j'allais chez un ami, je finissais par cuisiner pour tout le monde. Le lendemain, leur maison brillait. Plan de travail nettoyé, canapé aspiré, même les pièces de monnaie coincées entre les coussins, je les retrouvais. On me disait souvent « Ta mère doit être une femme incroyable pour t'avoir élevée comme ça ». Et je répondais en souriant « Oui, c'est la meilleure ». Personne ne se demandait pourquoi j'étais si maigre, ni pourquoi je dormais par terre au lieu d'un lit, ou pourquoi je m'excusais à la fin de presque chaque phrase. On pensait juste que j'étais très polie, ou mature pour mon âge. Puis un jour, après être restée enfermée plusieurs jours, ma mère est sortie de sa chambre. J'ai couru vers elle. « Maman, regarde mon bulletin. La prof a dit que j'ai super bien travaillé. »« C'est bien, ma chérie. » Elle a répondu avec un soupir et une haleine de cigarette si forte qu'elle me piquait le nez. « Tu sais quel jour on est ? » ?»« Mercredi. » Je pensais que si j'avais l'air heureuse, elle m'aimerait enfin comme je l'espérais depuis toujours. Mais soudain, elle s'est mise à crier, à taper du pied, puis à cogner le mur. « Mince, mince, mince ! Je croyais qu'on était jeudi. Je pensais que l'argent arrivait aujourd'hui. » Quand j'ai tenté de m'approcher, elle a levé le poing, comme si elle allait me frapper. Alors j'ai réagi vite. « Maman, j'ai 20 réais !» Son visage s'est adouci d'un coup. « Ma chérie, tu es la fille la plus gentille et la plus mature qu'une mère puisse avoir. » Mais je n'ai même pas eu le temps de savourer ce moment. Elle m'a arraché l'argent des mains et est sortie aussitôt pour acheter du matériel artistique. En rentrant, elle s'est directement enfermée à nouveau. Tu te demandes peut-être ces 20 réais, je les ai eus comment ? Il y avait un garçon riche à l'école qui ramenait toujours de l'argent pour ses encas. Arrogant, il méprisait ceux qui avaient moins que lui. Il allait même jusqu'à cracher sur les autres. J'ai commencé à repérer mentalement ceux à qui je pouvais prendre de l'argent, à quel moment. Tout ça pour ces quelques instants où ma mère réapparaissait, réclamant 20, 40 réais de plus pour sa dose d'art. Comme beaucoup de préados qui commencent à contourner les règles, je me suis crue maligne. Après 3 mois, Madame Lee m'a surprise en flagrant délit. Quand elle m'a convoquée dans son bureau, j'ai su que j'étais mal. Je m'attendais à ce qu'elle appelle la police ou me crie dessus. Mais non. Elle s'est juste mise à me poser des questions. Ce n'était pas un interrogatoire, plutôt une discussion. Elle, c'est quoi ton plat préféré ? Moi, du riz avec du ketchup. Elle, qu'est-ce que tu fais avec ta maman ? Moi, parfois, le lendemain du versement des aides, pendant qu'elle fait de l'art dans sa chambre, je m'assois près de la porte et je lui raconte ma journée. Elle, à quelle heure tu dors en général ? Moi, vers 2h du matin, quand maman s'est enfin calmée. Je répondais avec un sourire, heureuse de parler à un adulte qui s'intéressait à moi. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que les siens étaient pleins de larmes. Elle m'a demandé d'attendre là, le temps d'aller chercher quelqu'un. Et elle m'a donné une console pour m'occuper. 2 heures plus tard, on a frappé à la porte. Ce n'était pas juste elle. Elle était revenue avec 2 policiers et une femme en tailleur qui s'est présentée comme membre de la protection de l'enfance. Ils avaient tous la même expression. Une tentative de sourire qui n'arrivait pas jusqu'aux yeux. « Ma puce, on va faire un petit tour chez toi », a dit la dame. « On doit voir comment va ta maman. » J'ai senti mon souffle se bloquer. « Non, elle travaille. Elle a besoin de silence. » J'ai crié, persuadée de faire ce qu'il fallait. Mais ils m'ont quand même fait monter en voiture. Une fois arrivée, ma mère n'a pas répondu. Les policiers ont dit qu'ils allaient procéder à une vérification. J'ai supplié qu'on ne la dérange pas, mais ils ont ouvert la porte quand même. Ma mère ne la verrouillait jamais. C'est moi qui ai frappé. « Maman, il y a des gens. » Aucune réponse. J'ai demandé qu'on la laisse tranquille. En vain. En quelques secondes, un policier a ouvert la porte. Ce que j'ai vu m'a laissé bouche bée. Pas de toile, pas de pinceau. Juste ma mère, assise au sol avec une cuillère en métal et une poudre étrange. Des moisissures sur les murs, des mégots partout par terre. Tout ce que je voulais, à ce moment-là, c'était qu'on m'emmène loin. L'assistante sociale m'a posé la main sur l'épaule. J'ai sursauté. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Victoria et que tout irait bien. Les policiers sont entrés dans la chambre. Moi, je suis restée figée dans le couloir. Ma mère hurlait, lançait des objets. Du verre s'est brisé. Victoria m'a ramenée au salon, m'a assise sur le canapé défoncé. Je tremblais sans pouvoir m'arrêter. Après un long moment, les policiers sont ressortis. Ma mère était menottée. Elle pleurait, criait mon prénom.
J'ai voulu courir vers elle, mais Vittoria m'a retenue. Ma mère disait qu'elle regrettait, qu'elle m'aimait. Puis ils l'ont emmenée dans leur voiture. Je l'ai regardée s'éloigner par la fenêtre jusqu'à ce que les feux disparaissent. Vittoria s'est assise à côté de moi. Elle m'a expliqué que je ne pouvais pas rester là. Elle a demandé si j'avais de la famille proche. J'ai parlé de ma tante Sarah, qui vivait dans une autre ville. On ne lui parlait plus depuis des années. Maman disait qu'elle était mauvaise, qu'elle jugeait tout le monde. Vittoria a passé quelques coups de fil. J'ai mis mes affaires dans un sac poubelle. Je n'avais pas grand-chose. 3 t-shirts, 2 pantalons, quelques sous-vêtements. Elle m'a aidé à rassembler mes fournitures scolaires, à retrouver mon bulletin par terre, là où ma mère l'avait laissé tomber. Que des A, sauf un B en maths. Elle m'a dit que je pouvais être fière. Le trajet jusqu'à chez tante Sarah a duré près d'1 heure. La maison était immense à côté de notre appartement. 2 étages, un vrai jardin. Tante Sarah a ouvert la porte avant même qu'on toque. Elle ressemblait à ma mère, mais en version saine, propre, normale. Elle m'a prise dans ses bras si fort que j'ai cru qu'elle allait m'écraser. Vittoria lui a tout expliqué pendant que je m'asseyais sur un vrai canapé, avec de vrais coussins. Tante Sarah ne cessait d'essuyer ses yeux. Elle m'a dit qu'elle essayait d'obtenir ma garde depuis des années, mais que ma mère l'en empêchait. Je n'en savais rien. Vittoria n'est partie qu'après s'être assurée que j'étais bien installée. Tante Sarah m'a conduite jusqu'à une chambre. Une vraie chambre, avec un lit, des draps et même une armoire. Elle m'a dit que désormais, c'était la mienne. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là, debout, à fixer le lit. Elle m'a demandé si j'avais faim. J'ai dit non, même si mon ventre grondait. Elle m'a quand même préparé un sandwich. Dinde, fromage, laitue. Je l'ai dévoré si vite que j'ai failli en être malade. Cette première nuit-là, j'ai dormi par terre, par habitude. Tante Sarah m'a trouvée là le lendemain matin et s'est mise à pleurer. Elle m'a aidée à me glisser dans le lit et m'a bordée comme il faut. Je suis restée là pendant 3 jours. Je ne me levais que pour aller aux toilettes. Elle me montait des repas, de l'eau. Elle ne m'a jamais forcée à parler. Le 4e jour, je suis enfin descendue. Elle faisait des crêpes, des vraies crêpes, faites maison, pas celles qu'on sort du congélateur. Elle m'a demandé si je voulais l'aider, j'ai juste hoché la tête. On a cuisiné en silence. Elles étaient là parfaites, moelleuses, dorées. J'en ai mangé 6. Elle n'a rien dit. Elle a juste souri, puis en a refait d'autres. Après le petit déjeuner, elle m'a demandé si je voulais aller acheter des vêtements. J'ai répondu que je n'avais pas d'argent. Elle a dit que ce n'était plus mon souci, que c'était désormais à elle de s'occuper de tout ça. On est allé chez Target, et elle m'a laissé choisir ce que je voulais. Je regardais chaque étiquette de prix, jusqu'à ce qu'elle me dise d'arrêter de m'en faire pour ça. J'ai pris un jean neuf, des t-shirts qui m'allaient vraiment, un manteau d'hiver et des chaussures sans trous. Elle a même ajouté un pyjama assorti, avec le haut et le bas qui vont ensemble. De retour à la maison, elle m'a aidée à tout ranger dans l'armoire. Puis elle s'est assise sur mon lit et m'a demandé si je voulais parler de ma mère. J'ai secoué la tête. Elle m'a dit que ce n'était pas grave, qu'on en parlerait quand je me sentirais prête. Ou jamais, si je préférais. Mais elle m'a confié une chose, que ma mère était malade, qu'elle avait besoin d'aide, que ce n'était pas ma faute, que je n'aurais jamais pu la sauver, que j'avais déjà fait tout ce qu'un enfant pouvait faire, et bien plus que ce qu'un enfant aurait dû faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer, vraiment pleurer. De ces pleurs où on n'arrive plus à respirer, avec le nez qui coule. Tante Sarah m'a prise dans ses bras pendant que je sanglotais. Elle n'a rien dit pour calmer. Elle n'a pas essayé de me rassurer. Elle m'a juste tenue, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Les cours ont repris 2 semaines plus tard. Tante Sarah m'y a emmenée elle-même, dans sa vieille voiture qui sentait la vanille et le café. Un Honda Civic. Elle m'a accompagnée jusqu'au secrétariat et a mis à jour toutes les infos. Contact d'urgence, nouvelle adresse, tout. La secrétaire me lançait des regards pleins de pitié qui me mettaient mal à l'aise. Tante Sarah m'a serré fort dans ses bras avant de me souhaiter une bonne journée. Son parfum n'était pas comme celui de ma mère. Il était plus doux, plus propre. J'étais morte de trouille. Et si tout le monde savait pour ma mère? Et s'il me fixait? Mais personne n'a rien dit. J'ai suivi mes cours comme d'habitude. J'ai déjeuné seule, comme toujours, en picorant un pain de viande à la cantine qui n'avait rien d'un vrai repas. J'ai fait mes devoirs à la bibliothèque en attendant que tante Sarah vienne me chercher. La bibliothécaire, Madame Chen, a commencé à laisser des petits bols de bretzel sur la table où je m'asseyais toujours. Les choses sont restées tranquilles pendant environ 1 mois. Je mangeais 3 repas par jour. Je dormais dans un vrai lit avec des draps assortis et des oreillers qui ne ressemblaient pas à des crêpes écrasées. Je prenais des douches chaudes sans me soucier de la facture d'eau. Tante Sarah m'a même inscrite à l'équipe de foot parce qu'un jour j'avais dit que je trouvais ça amusant. Elle a tout acheté. Des crampons à ma taille, des protèges tibia, une gourde avec mon prénom. Elle assistait à tous les entraînements, assise dans les gradins en métal, avec les autres parents. J'étais nulle au début, mais le coach disait que je progressais. Les autres joueurs étaient gentils avec moi. Une fille, Isabella, m'a invitée à son anniversaire. Je n'étais jamais allée à une vraie fête. Puis, ma mère a appelé. Tante Sarah m'avait donné un portable pour les urgences.
Un vieux modèle à clapet, avec un petit porte-bonheur accroché qu'elle disait magique. J'étais en train de faire mes devoirs quand il a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Sa voix était différente, plus claire d'une certaine manière. Elle a dit qu'elle était dans un centre de soins, qu'elle allait mieux, qu'elle pensait beaucoup à moi, qu'elle regrettait tout, qu'elle avait besoin de me voir, juste une fois, pour m'expliquer, pour arranger les choses. J'ai dit que j'allais y réfléchir, puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber le téléphone. Il a fait un boucan énorme en tombant sur le plancher. Je n'ai rien dit à tante Sarah à propos de cet appel. Je savais que je devrais lui en parler, mais j'avais peur qu'elle me prenne le téléphone. Ma mère a rappelé le lendemain, puis le surlendemain, toujours quand tante Sarah était au travail. Toujours les mêmes mots. Qu'elle m'aimait, qu'elle allait mieux, qu'elle avait besoin de me voir, juste une fois. Sa voix était douce, mais il y avait cette note pressée, cette nervosité derrière, comme une urgence déguisée en calme. Au bout du 5e jour, elle m'a dit qu'elle allait bientôt sortir, qu'on pourrait peut-être être une vraie famille, cette fois, qu'elle chercherait un travail, qu'elle louerait un bel appartement, qu'on aurait de la nourriture dans le frigo, du chauffage l'hiver. Tout ce dont j'avais toujours rêvé. Elle a même parlé d'adopter un chat. Elle se souvenait que j'en avais toujours voulu un, et j'ai commencé à y croire. J'ai arrêté de manger à l'école en disant que je voulais garder mon argent. J'ai menti à tante Sarah, prétendant que je n'avais pas faim le soir, que mon estomac me faisait mal à cause de l'entraînement. Je cachais la moitié de mon repas dans une serviette pour la jeter plus tard. Je voulais économiser, être prête, avoir de quoi aider ma mère à sa sortie. Les vieux réflexes ont la peau dure. Tante Sarah a remarqué que je maigrissais. Elle a pris rendez-vous chez le médecin. Le docteur a dit que j'étais en sous-nutrition et que je devais manger davantage. À partir de ce jour-là, elle a surveillé tous mes repas. C'est assuré que je finissais mon assiette. Alors, j'ai commencé à être créative. Je recrachais la nourriture dans mon verre de lait quand elle ne regardait pas, j'en cachais dans mes poches, j'en donnais à Bruce, son chien. Un Golden Retriever adorable qui gobait tout avec enthousiasme, pensant que c'était un jeu. Les appels de ma mère sont devenus encore plus fréquents, 3 fois par jour, parfois en pleine classe, avec le téléphone qui vibrait dans ma poche. Elle disait que l'endroit où elle était horrible, qu'on la traitait mal, que personne ne comprenait sa création, qu'elle devait sortir, qu'elle avait besoin de moi. Elle me demandait si je l'aimais encore, si j'étais encore sa petite fille, celle qui aidait toujours sa maman. Et moi, je disais oui à tout. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Sa voix faisait tout vaciller. Elle me faisait oublier la douleur, me faisait me souvenir des rares fois où elle m'avait serré fort. Elle m'a rappelé la fois où elle s'était dite fière de moi parce que j'avais préparé le dîner. Ou celle où elle m'avait laissé dormir avec elle pendant un orage, ses bras autour de moi. Pour la première fois, je m'étais sentie en sécurité. Elle m'a donné une date, le 15 octobre, un mardi. Elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher et qu'on partirait ensemble, loin, pour recommencer à zéro quelque part de nouveau. Peut-être en Californie, où il fait toujours beau et où je pourrais voir la mer. Je pourrais y étudier. Et elle allait vraiment arrêter cette fois. Cette fois, ce serait différent. Et je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais y croire de toutes mes forces. C'est difficile de faire la différence quand on a 12 ans et qu'on est désespéré d'être aimé par sa mère. J'ai commencé à faire mon sac en cachette. Je mettais mes affaires petit à petit dans mon sac à dos, mon jean préféré, le sweat tout doux que tante Sarah m'avait offert. Je prenais des biscuits dans le placard quand elle ne regardait pas. Des barres de céréales, n'importe quoi qui ne périme pas vite. Je remplissais des bouteilles d'eau et les cachais sous mon lit. J'étais partagée entre la culpabilité et l'excitation. Ma mère me voulait avec elle. Elle me choisissait. Après tout ce qu'on avait vécu, elle voulait encore être ma maman. Ça devait bien vouloir dire quelque chose, non? La veille de sa sortie, je n'ai pas fermé l'œil. Je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes. La lumière bleue éclairait mon visage dans l'obscurité. Elle m'avait dit qu'elle appellerait dès qu'elle sortirait. Elle me dirait où la rejoindre. Je sortirais discrètement pendant que tante Sarah serait au travail. Je prendrais le bus jusqu'à elle. Et on serait ensemble. Une vraie famille. J'avais tout prévu. J'avais même écrit une lettre pour tante Sarah, pour la remercier de tout. Je lui disais de ne pas s'inquiéter pour moi, que j'allais bien. J'ai réécrit cette lettre au moins 10 fois, à la recherche des mots justes. Le matin est arrivé. Aucun appel. Je suis allée à l'école comme si de rien n'était, mon sac plus lourd que d'habitude, rempli de choses cachées. Je regardais mon téléphone entre chaque cours. Toujours rien. À midi, toujours pas de nouvelles. Isabella m'a proposé de m'asseoir avec elle et ses copines. J'ai refusé. J'étais trop ailleurs pour parler. Quand tante Sarah est venue me chercher, j'étais en panique. Et si quelque chose était arrivé? Et si elle n'avait pas pu sortir? Et si elle m'avait oubliée? J'ai à peine touché à mon dîner. Du poulet avec du riz, d'habitude mon préféré. Tante Sarah m'a demandé si je me sentais bien. J'ai répondu que non, puis je suis allée me coucher tôt. Je suis restée allongée, fixant mon téléphone, espérant qu'il sonne. Et il a sonné, à minuit. J'ai décroché avant même la première sonnerie complète, le cœur prêt à exploser.
Mais ce n'était pas ma mère. C'était un homme. Sa voix était grave, rauque, comme s'il fumait depuis toujours. Il a dit qu'il était un ami de ma mère, qu'elle logeait chez lui quelques jours, le temps de se remettre. Elle avait besoin d'argent pour acheter un billet et venir me chercher. Juste 100 $. Il m'a demandé si je pouvais trouver une solution. J'ai dit que je n'avais pas d'argent. Il s'est énervé. Il m'a traité d'égoïste. Tu ne veux pas voir ta mère? Tu ne l'aimes plus? Elle ne parle que de toi. De sa fille parfaite, celle qui l'a toujours aidée. Et maintenant que c'est le moment, tu ne fais rien? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que j'allais essayer. Il m'a dit de le retrouver le lendemain, à la station Shell près de l'école, sur Maple Street. De n'amener que du liquide. Et de ne le dire à personne, sinon ma mère risquait d'avoir des problèmes. Même la prison. C'est ça que tu veux? Voir ta mère enfermée? J'ai dit non. Et j'ai raccroché. J'ai passé le reste de la nuit à réfléchir à comment trouver de l'argent. Le sac de tante Sarah était dans le salon. Elle gardait souvent des espèces. Mais lui voler, c'était différent de piquer à l'école. Elle m'avait tant donné. Elle avait été si bonne avec moi. Mais ma mère avait besoin de moi. Et moi, j'avais besoin d'elle. Le lendemain matin, j'ai pris 40 $ dans son portefeuille pendant qu'elle était sous la douche. Les billets étaient neufs, tout juste sortis du distributeur. J'ai eu mal au cœur tout du long. J'ai failli les remettre 2 fois. Mais je pensais à ma mère, à notre famille, à ce qu'elle m'avait dit. Je suis allée à l'école avec l'argent qui brûlait dans ma poche. Impossible de me concentrer. Je regardais sans cesse l'horloge. À la récré, je suis allée à la station. L'homme était là, comme promis. Grand, maigre, avec des tatouages dans le cou. Une sorte de serpent. Ou un dragon. Il a pris l'argent, l'a compté, puis a dit que ce n'était pas assez. Que ma mère avait besoin d'au moins 200. Je lui ai dit qu'il avait dit 100. Il a répondu que je devais me débrouiller pour le reste, sinon elle serait très déçue. Puis il est parti. Il a monté dans un vieux pick-up qui crachait une fumée noire. Je suis retournée en cours, le cœur en miettes. Les 40 $ étaient en partie. Et ma mère n'était toujours pas venue me chercher. Cette nuit-là, je n'ai rien avalé. Tante Sarah a touché mon front. Elle a dit que j'étais brûlante. Elle a proposé que je reste à la maison le lendemain. J'ai dit non. Trop vite. Elle m'a regardé bizarrement, mais n'a pas insisté. Quand elle s'est endormie, je suis redescendue. Chaque marche grinçait. Je m'arrêtais à chaque bruit. Dans le tiroir de la cuisine, il y avait de l'argent d'urgence. 200 $ en billets de vin. Je les ai pris tous. Je me suis dit qu'il en fallait pour l'homme et qu'il en resterait pour ma mère quand elle arriverait. Je suis remontée, mais je n'ai pas réussi à dormir. Je pensais à tante Sarah. Quand elle découvrirait que l'argent avait disparu. Ce qu'elle penserait de moi. Ce qu'elle ferait. Le lendemain, j'ai retrouvé l'homme. Je lui ai donné les 200 $. Il a souri. Il a dit que ma mère allait être si heureuse, qu'elle m'appellerait ce soir-là, pour me dire quand et où la rejoindre. J'y ai cru, parce que j'en avais besoin. Le reste des cours s'est déroulé en mode automatique. Isabella m'a proposé de venir chez elle après l'entraînement. Sa mère allait préparer des tacos. J'ai dit peut-être une autre fois. J'ai vu la déception dans ses yeux. Mais je ne pensais qu'à une chose. Ma mère. Notre plan. Être enfin une vraie famille. Ce soir-là, tante Sarah a préparé mon plat préféré. Spaghettis aux boulettes de viande. De vraies boulettes, pas celles en conserve. Toute la maison sentait l'ail et la tomate. J'ai fait l'effort de manger pour qu'elle ne se doute de rien. Elle parlait du week-end. Cinéma, peut-être. Ou la plage, s'il faisait beau. Elle ferait un pique-nique. Bruce viendrait aussi. Je souriais, hochais la tête. Et je me sentais comme la pire personne au monde. Elle faisait des plans pour nous rapprocher. Et moi, des plans pour partir. Après le dîner, elle m'a serré fort contre elle et m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai failli tout lui avouer, vraiment. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée de la serrer fort à mon tour, puis je suis montée me coucher. Mon téléphone a sonné à 22h. Numéro inconnu. Ce n'était pas ma mère. C'était l'homme. Il m'a dit qu'il y avait eu un problème, que ma mère avait été arrêtée. Des histoires de vieux mandats, d'après lui. Il fallait de l'argent pour la caution. 500 $. Il m'a demandé si je pouvais trouver une solution. J'ai dit que non, que c'était trop. Il a répondu que je ne comprenais pas la gravité de la situation. Il m'a dit que sans l'argent de la caution, elle resterait enfermée des mois. Peut-être des années. C'est ça que tu veux? Que ta mère pourrisse en prison parce que sa propre fille n'a pas voulu l'aider? Je me suis remise à pleurer. J'ai dit que j'allais essayer. Il m'a donné jusqu'au lendemain soir. Après ça, elle serait livrée à elle-même. Je savais que tante Sarah n'avait pas une telle somme sous la main, mais je savais aussi qu'elle gardait une boîte à bijoux dans sa chambre. Certaines pièces avaient l'air précieuses. Peut-être que je pouvais en prendre une, la mettre en gage. Elle en avait tellement. Elle ne remarquerait sûrement pas tout de suite qu'il en manquait une. Et d'ici là, je serais avec ma mère. On trouverait une solution pour la rembourser. Maman allait trouver un travail, comme elle l'avait promis. On ferait des économies. On lui rachèterait des bijoux. Des encore plus beaux. J'ai attendu d'entendre les ronflements de tante Sarah. Je suis entrée dans sa chambre aussi doucement que possible. La boîte était posée sur la commode, en bois sombre, avec des petites fleurs sculptées sur le couvercle.
Je l'ai ouverte lentement. Il y avait plusieurs colliers, bagues, bracelets. J'ai pris un collier doré, lourd. Je me suis dit que l'or devait valoir cher. J'étais déjà en train de partir quand j'ai vu une photo accrochée au miroir. C'était une photo de moi et de tante Sarah, prise lors de mon tout premier match de foot. On souriait toutes les deux comme si le monde nous appartenait. Je semblais heureuse, vraiment heureuse. Plus que je ne l'avais jamais été avec ma mère. Je suis restée figée devant, le collier à la main, perdue dans mes pensées. C'est là que tante Sarah s'est réveillée. Elle m'a vue, là, dans sa chambre, avec son collier. Je croyais qu'elle allait hurler, me traiter de voleuse, me mettre dehors. Mais non. Elle m'a regardée avec une tristesse immense dans les yeux, puis elle m'a simplement demandé de m'asseoir. Je me suis assise sur son lit, le collier toujours dans les mains. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'argent pour quelque chose. Et j'ai fondu en larmes. J'ai tout raconté. Les appels de ma mère, l'homme, l'argent que j'avais déjà pris, l'histoire de la caution. Tout est sorti d'un coup, comme si ça me brûlait de l'intérieur depuis des semaines. Elle m'a écoutée jusqu'au bout, sans jamais m'interrompre. Puis elle m'a demandé mon téléphone. Je le lui ai donné. Elle a regardé l'historique des appels. Ensuite, elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit que rien de tout cela n'était ma faute, que ma mère était malade, qu'elle se servait de moi, que cet homme était sûrement son fournisseur, qu'il n'y avait pas de caution, pas de prison, juste encore un mensonge. Un de plus, pour obtenir de l'argent, pour nourrir son addiction. J'ai voulu protester, lui dire qu'elle avait tort, que ma mère m'aimait, qu'elle avait besoin de moi. Mais au fond de moi, je savais que tante Sarah avait raison. Ma mère était sortie depuis des jours et n'avait même pas essayé de me voir. Elle avait juste envoyé un inconnu chercher de l'argent à sa place. C'était toujours la même histoire, les mêmes promesses, les mêmes manipulations. Et moi, je retombais dedans, parce que je voulais tellement, désespérément, être aimée par elle. Être choisie par elle, avoir une vraie mère. Mais elle ne savait pas être cette mère. Peut-être qu'elle ne le saurait jamais. Tante Sarah a appelé la police. Elle a décrit l'homme, donné l'adresse de la station-service. Ensuite, elle a contacté l'opérateur pour changer mon numéro de téléphone. Elle a dit qu'on s'occuperait de l'argent le lendemain, que pour ce soir, tout ce que j'avais à faire, c'était dormir. Elle m'a bordée comme une toute petite, est restée à mes côtés jusqu'à ce que mes larmes cessent. M'a dit qu'elle m'aimait, que j'étais en sécurité, que je n'avais plus à m'occuper de personne, si ce n'est de moi-même, que maintenant, c'était à elle de prendre soin de moi, et qu'elle ne partirait nulle part. Les semaines suivantes ont été dures. Je m'attendais à voir ma mère surgir à tout moment, à la porte, exiger de me voir, mais elle n'est jamais venue. L'homme a été arrêté. Trafic. D'après la police, il a donné des informations sur ma mère. Elle était retombée, vivait avec d'autres personnes dans le même état. Peut-être qu'elle ne se souvenait même plus qu'elle m'avait appelée. Ou alors elle s'en souvenait, et elle s'en fichait. Ça faisait aussi mal. Tante Sarah m'a inscrite à une thérapie. Une psychologue, la docteure Martinez. Elle était spécialisée dans les enfants comme moi, ceux qui avaient dû grandir trop tôt, ceux qui avaient pris soin de leurs parents au lieu d'être protégés par eux. Son cabinet avait des fauteuils confortables, des boîtes de mouchoirs sur chaque table. Elle m'a appris ce que c'était, les limites. M'a expliqué que je n'étais pas responsable de sauver ma mère, qu'on ne peut pas aimer quelqu'un à sa place, que son addiction n'était pas ma faute, ni mon fardeau. C'est facile à comprendre avec la tête, beaucoup moins avec le cœur. J'ai commencé à mieux travailler à l'école. J'ai découvert que quand on ne s'inquiète pas en permanence pour sa mère, on arrive à se concentrer. Mes notes, déjà bonnes, sont devenues excellentes. Les profs ont commencé à me remarquer pour les bonnes raisons. Plus parce que je volais ou que je dormais sur les bancs. Isabella m'a de nouveau invitée chez elle. Cette fois, j'ai accepté. On a joué à la console, mangé de la pizza, parlé des garçons qu'on trouvait mignons. Des trucs de gamine. C'était bizarre au début, mais ça faisait du bien. La saison de foot s'est terminée, alors tante Sarah m'a inscrite au basket. J'étais nulle là aussi, mais mes coéquipiers s'en fichaient. Ils voulaient juste que je m'amuse. Et c'est ce que j'ai fait. Je courais, je ratais mes tirs, je tombais, et je riais. Tante Sarah venait à tous les matchs. Même quand on perdait, elle encourageait l'équipe et nous emmenait tous manger une glace après. Certains parents venaient lui parler. Demandaient si je pouvais venir aux soirées pyjama ou aux anniversaires. Elle disait toujours oui. La docteure Martinez disait que je progressais, que j'apprenais enfin à être une enfant, pas une gardienne. Mais il y avait encore des jours difficiles. Des jours où ma mère me manquait à en avoir mal au ventre, où je ne pensais qu'aux bons souvenirs, en oubliant les mauvais, où je me demandais si j'avais abandonné trop vite, si j'aurais dû en faire plus, être meilleure. La thérapeute disait que c'était normal, que ce genre de pensée ne disparaîtrait peut-être jamais complètement, mais qu'avec le temps, ça devenait plus facile à supporter. Et c'était vrai, petit à petit. Un jour, tante Sarah m'a demandé si je voulais aller voir ma mère. Elle était en cure de désintoxication, une vraie. Cette fois, elle était sobre depuis 60 jours. Sa thérapeute pensait que me revoir pourrait l'aider, mais seulement si j'étais d'accord, sans pression. J'y ai réfléchi pendant une semaine.
J'ai changé d'avis une dizaine de fois. Et puis j'ai dit oui. J'avais besoin de voir par moi-même, de savoir si, cette fois, c'était réel. Ou juste un autre mensonge. La clinique était belle, propre, lumineuse, pleine de fenêtres. Rien à voir avec ce que j'imaginais. Ma mère m'attendait dans la salle des visites. Elle avait l'air différente, en meilleure santé. Sa peau était propre, ses cheveux lavés. Elle avait repris un peu de poids. Et ça lui allait bien. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Moi aussi. On s'est prises dans les bras longtemps. Elle sentait le savon, pas la cigarette. Elle avait l'air solide, pas fragile. Quand on s'est assise, elle m'a pris les mains. Elle s'est excusée. Pour tout. Elle a dit qu'elle comprendrait si je la détestais. Qu'elle avait été une mère terrible. Qu'elle m'avait fait vivre des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. Qu'elle en était profondément désolée. Je lui ai dit que je ne la détestais pas. Que je l'aimais. Que je l'avais toujours aimée. Même quand tout allait mal. Surtout quand ça allait mal. Elle a pleuré encore plus. Elle a dit qu'elle ne méritait pas mon amour. Mais qu'elle en était reconnaissante. Qu'elle faisait de son mieux pour changer. Qu'elle allait aux réunions. Prenait ses médicaments. Apprenait à affronter ses problèmes sans se noyer dans les dépendances. Qu'elle voulait devenir la mère que je méritais. Même si ça prenait des années. Même si je ne lui faisais plus jamais confiance. Elle voulait essayer. On a parlé pendant 1 heure. De l'école, du basket, de tante Sarah. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que je sois avec Sarah. Que sa sœur avait toujours été une bonne personne. Bien meilleure qu'elle ne l'avait jamais été. Et que ce qui comptait, c'était que je sois en sécurité, entourée d'amour. Que c'était tout ce qu'elle avait jamais voulu pour moi. Quand l'heure de partir est arrivée, on s'est de nouveau prises dans les bras. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimerait toujours, qu'elle appellerait quand la clinique l'autoriserait, qu'elle m'écrirait aussi, si je le souhaitais. Pas de pression. Ma guérison passait avant tout. Elle attendrait le temps qu'il faudrait. Tante Sarah m'a ramenée en silence. Elle m'a laissé digérer tout ça à mon rythme. Une fois à la maison, elle a préparé du chocolat chaud. On s'est assises sur le canapé. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, à quel point ma mère semblait changer, qu'elle s'était excusée, qu'elle avait dit vouloir vraiment changer. Tante Sarah a hoché la tête. Elle a dit qu'elle espérait que ce soit vrai, qu'elle espérait que ma mère tienne bon, mais que, désormais, on vivrait un jour à la fois, sans attente, sans pression, juste voir ce que l'avenir nous réservait. Ma mère a tenu parole. Elle appelait 1 fois par semaine, tous les dimanches à 15h. On parlait de choses simples. L'école, mes amis, les livres que je lisais. Elle me racontait sa rééducation, les étapes franchies, la formation professionnelle qu'elle avait commencée, l'appartement qu'elle espérait avoir en sortant. Des petites choses, banales, mais pleines d'espoir. Je gardais cet espoir bien au chaud, tout petit, fragile. Je ne le laissais pas grandir trop vite. Les mois ont passé comme ça. Ma mère restait sobre. Elle est sortie de la clinique et a emménagé dans une maison de réinsertion. Elle a trouvé un travail dans un supermarché, à remplir les rayons. Elle m'a envoyé des photos de sa chambre. Il n'y avait qu'un lit et une commode, mais elle en était fière. C'était le premier logement qu'elle payait avec son propre argent depuis des années. J'ai accroché ces photos sur mon panneau mural, à côté de celles de mon équipe de foot. Puis un jour, elle a demandé si on pouvait déjeuner ensemble. Juste nous deux, dans un endroit public. Tante Sarah pourrait m'y déposer et venir me chercher. Pas de pression. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. J'en ai parlé à la docteure Martinez. Elle m'a dit que la décision m'appartenait, que je devais écouter mon instinct. Et mon instinct avait peur, mais aussi envie de savoir. Alors, j'ai dit oui. On s'est retrouvés dans un Denny's près de son centre de réinsertion. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Elle buvait un café et semblait nerveuse. Elle s'est levée quand elle m'a vue. On s'est fait un câlin maladroit. On s'est assise et on a fixé le menu en silence. La serveuse est passée 2 fois avant qu'on commande. J'ai fini par prendre des pancakes. Elle, une salade. On a parlé du temps, du début de la saison de basket, de son travail, puis elle a sorti une enveloppe de son sac. Dedans, il y avait 240 $, l'argent que j'avais volé pour le donner à son soi-disant ami. Elle a dit qu'elle avait économisé pour me le rendre, qu'elle voulait le donner à tante Sarah, mais qu'elle pensait que c'était à moi de le faire, que ça faisait partie du pardon. Je suis restée à regarder cet argent. Je me suis souvenue du jour où je l'avais volé, de la peur, du désespoir. Elle s'est excusée, d'avoir fait de moi la personne responsable d'elle, d'avoir été une mère qui avait forcé sa propre fille à voler pour survivre. Je lui ai dit que tante Sarah s'en fichait de l'argent, qu'elle m'avait pardonné tout de suite. Ma mère a hoché la tête. Elle a dit que Sarah avait toujours été comme ça, même enfant. Elle m'a raconté des souvenirs, comment Sarah prenait soin d'elle, comment elle essayait toujours d'arranger les choses, mais qu'elle, ma mère, était trop fière, trop têtue, qu'elle avait repoussé sa sœur, choisi la dépendance plutôt que la famille, et qu'elle le regrettait tous les jours. Quand le déjeuner s'est terminé, ma mère m'a raccompagnée dehors en attendant tante Sarah. Elle a demandé si on pouvait refaire ça. 1 fois par mois, peut-être. J'ai dit que j'y penserais. Elle a répondu que c'était plus que juste. Quand tante Sarah est arrivée, ma mère a fait un petit signe de la main, mais elle ne s'est pas approchée de la voiture.
Je suis montée et on est parti. Je l'ai regardé disparaître dans le rétro. Ce soir-là, j'ai donné l'enveloppe à tante Sarah. Elle a essayé de refuser. Mais j'ai insisté. Je lui ai dit que c'était important pour moi. Elle l'a rangé dans son portefeuille. Et c'est tout. Pas de drame, pas de grande scène. Sujet clos. On a fait des tacos pour le dîner et on a regardé un film. Bruce s'est couché entre nous sur le canapé, un mardi soir comme un autre. Et c'était bien. Après ça, on a continué à déjeuner une fois par mois, ma mère et moi. Toujours au même Denny's. Toujours des pancakes pour moi. Une salade pour elle. Elle est restée sobre. Elle a été promue chef d'équipe. Elle a emménagé dans un vrai appartement avec une colocataire, Brittany, qu'elle avait rencontrée en cure. Elle m'a montré des photos de l'endroit. Simple, propre. Rien de luxueux, mais mieux que tout ce qu'on avait eu ensemble. Pour mes 13 ans, elle m'a demandé si elle pouvait m'emmener faire du shopping. Pour de vrai. Pas en cachette. Pas en comptant les pièces. Elle avait économisé, fait un budget. Tante Sarah a accepté, mais avec ce regard inquiet. Moi aussi, j'étais nerveuse. Mais ma mère est arrivée à l'heure. Elle m'a emmenée au centre commercial. Elle m'a laissé choisir des vêtements, des livres, un nouveau sac pour l'école. Elle n'a rien dit sur les prix, ne m'a pas fait culpabiliser. Elle a même acheté des bretzels à partager à la cafétéria. Quand elle m'a raccompagnée, elle m'a donné un dernier cadeau. Une lettre. Elle m'a dit de la lire quand je serais prête. Avec tante Sarah, avec la docteure Martinez, ou seule, comme je le souhaitais. J'ai attendu l'heure du coucher. Je me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert l'enveloppe. Son écriture était soignée, plus jolie que dans mes souvenirs. La lettre faisait 5 pages, recto verso. Elle m'a raconté son enfance. Le départ de son père quand elle avait 7 ans. Sa mère qui travaillait sur 3 boulots et n'était presque jamais là. Comment elle avait commencé à boire à 12 ans pour ne pas se sentir seule. À 15, elle était déjà passée à des drogues plus dures. Elle a rencontré mon père à 17 ans. Il était plus âgé. Il avait de l'argent. Il avait l'air d'être la solution. Mais c'était juste un autre dépendant. Ils se sont enfoncés ensemble. Elle a raconté le moment où elle avait découvert qu'elle était enceinte de moi, qu'elle avait essayé d'arrêter, mais qu'elle n'avait pas réussi, qu'elle s'était persuadée qu'elle décrocherait après ma naissance. Mais ce n'est pas comme ça que la dépendance fonctionne. Elle a dit qu'elle m'avait aimé dès le premier instant, mais que l'amour ne suffisait pas, que l'addiction avait toujours crié plus fort, même quand elle se détestait pour ça, même en voyant ce que ça me faisait. Elle a écrit qu'elle m'avait observé prendre soin de moi toute seule, à quel point cela la rendait fière et brisée à la fois. Fière, parce que j'étais forte. Brisée, parce que je n'aurais jamais dû l'être. Elle m'a raconté qu'elle restait allongée dans sa chambre, sous l'emprise, à m'écouter cuisiner, faire mes devoirs, maintenir la maison à flot. Qu'elle voulait aider, mais n'arrivait même pas à se lever. Son esprit ne pensait qu'au prochain soulagement. Elle se promettait que le lendemain, ce serait différent. Mais le lendemain n'arrivait jamais. Elle a écrit sur le jour où on m'a retirée de chez elle, que c'était le pire, et le meilleur jour de sa vie. Le pire, parce qu'elle m'avait perdue. Le meilleur, parce que j'étais enfin en sécurité. Elle a dit qu'elle avait passé son premier mois en cure à faire des plans pour me récupérer. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, jusqu'à ce que sa thérapeute la confronte à la réalité. Elle n'était pas en état d'être une mère. Pas à ce moment-là. Peut-être jamais. Et qu'aimer, vraiment aimer, c'est parfois savoir lâcher prise. Elle m'a dit qu'elle suivait ma vie auprès de tante Sarah grâce aux nouvelles qu'elle recevait. Et que m'entendre aller bien, réussir, être heureuse, ça lui faisait mal. Mais ça la guérissait aussi. Qu'elle avait dû apprendre à accepter ça. À vouloir mon bonheur plus que ma présence. À m'aimer, plus qu'elle avait besoin de moi. Sur la dernière page, elle a parlé du présent. Qu'elle choisissait chaque jour de rester sobre. Pas pour moi, pour elle. Parce qu'elle croyait enfin qu'elle méritait une vie meilleure. Qu'elle assistait aux réunions, suivait le programme, aidait d'autres personnes. Qu'elle apprenait à devenir une femme entière. Pas juste une dépendante. Pas juste une mère absente. Une vraie personne, avec ses erreurs, ses efforts, ses progrès. Elle a terminé en disant qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimerait toujours, que je lui avais sauvé la vie, en m'en allant, en m'épanouissant loin d'elle, en lui montrant ce qu'elle était en train de détruire, qu'elle ne demandait pas de pardon, pas même une relation. Elle voulait juste que je sache la vérité, toute la vérité, que j'étais la meilleure chose qu'elle ait jamais faite, même si elle avait tout gâché, même si elle nous avait blessés, toutes les deux, que j'étais sa plus grande fierté et sa plus grande douleur, et que les deux pouvaient coexister. J'ai pleuré en lisant ça, encore plus en la montrant à tante Sarah. J'ai pleuré chez la docteure Martinez en parlant, parce que cette lettre répondait à des questions que je ne savais même pas que je me posais. Expliquait des choses que je n'étais pas en âge de comprendre à l'époque. Elle a rendu ma mère humaine, pas un monstre, juste malade. Et ça a rendu le pardon possible. Ça m'a aussi aidé à me pardonner moi-même, de ne pas avoir pu la sauver. Après ça, nos déjeuners sont devenus plus légers. On a commencé à parler de vraies choses, de sa guérison, de ma vie, de l'avenir. Elle n'a jamais demandé plus que ce que je pouvais donner.
jamais insisté pour les fêtes, pour plus de visites. Elle disait qu'elle était reconnaissante pour tout ce que je voulais bien lui offrir. Et on voyait que c'était sincère. Elle était différente, toujours ma mère, mais aussi une inconnue, quelqu'un que j'apprenais à connaître. En seconde, j'ai intégré l'équipe principale de basket. Ma mère est venue à un match. Elle s'est assise tout au fond, avec les autres parents. Elle n'a pas tenté de parler à tante Sarah, n'a causé aucun souci. Elle a juste regardé, a applaudi quand j'ai marqué un panier, puis elle est partie avant que je puisse la retrouver. Après, elle m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle était fière. Et c'est tout. Simple. Parfait. Pas de drame. Pas d'attente. Juste du soutien. Elle a commencé à venir à d'autres matchs. Toujours au fond. Toujours discrète. Parfois, je lui faisais un signe. Parfois, je ne la voyais même pas, concentrée dans le jeu. Et c'était bien comme ça. Elle venait parce qu'elle le voulait. Pas parce qu'elle devait. Ni parce que moi, j'en avais besoin. Juste. Parce que. En première, elle a eu son propre chez elle. Sans colocataire. Juste elle. Et une chatte, Harley. Elle a été promue assistante gérante. Elle avait une mutuelle. Un compte épargne. Des trucs normaux. Des trucs d'adultes. Un vrai miracle. Elle m'a invitée à dîner chez elle. Elle a dit que tante Sarah pouvait venir aussi, pour que je me sente en sécurité. J'ai dit que j'y réfléchirais. Il m'a fallu un mois pour décider. La docteure Martinez m'a dit que je n'avais pas besoin de me presser, qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste ce qui me faisait me sentir bien. Alors j'y suis allée. Tante Sarah m'a déposée, mais elle n'est pas entrée. Elle m'a dit que ce moment m'appartenait, qu'elle attendrait dans la voiture si besoin. Ma mère avait préparé des spaghettis, vraiment cuisinés, avec une sauce maison. Tomates, basilic, ail. On a dîné. On a parlé de l'école, de sa chatte, de tout, sauf du passé. C'était agréable. Étrange, mais agréable. J'ai commencé à y aller une fois par mois, parfois deux. Je prévenais toujours tante Sarah, toujours mon téléphone sur moi, toujours un plan de secours, mais je n'en ai jamais eu besoin. Ma mère gardait tout léger, sûr. Elle me montrait qu'elle pouvait être fiable, du moins pour ça, pour l'instant. Et c'était suffisant. C'était énorme. C'était tout. Pour mon année de terminale, elle est venue à ma remise de diplôme. Cette fois, elle s'est assise avec tous les autres. Elle ne s'est pas cachée. Elle ne s'est pas enfuie. Elle était là. Elle a pris des photos quand je suis montée sur scène. Elle m'a serrée dans ses bras. Rapidement, avec tendresse. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle était fière, qu'on se verrait au déjeuner la semaine suivante. Et elle est partie. Elle n'a pas essayé de s'incruster dans la fête de famille. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention. Elle a juste été là. Puis elle est repartie. Parfait. Aujourd'hui, je suis à la fac. Université d'État, à 2 heures de route de chez moi. Chez moi, c'est chez tante Sarah. Et ça le sera toujours. Ma mère et moi, on s'écrit parfois. On déjeune ensemble quand je suis de retour en ville. Elle est sobre depuis 6 ans. Elle a sa vie. Des amis dans son groupe de soutien. Un copain, Kyle. Sobre lui aussi. Elle est gérante. Elle a des soucis normaux. La voiture en panne, les impôts. Rien à voir avec avant. Un jour, elle m'a demandé si je l'appellerais à nouveau « maman » un jour. Depuis que je vis chez tante Sarah, je l'appelle par son prénom. C'est automatique. Maman, c'est trop lourd. Trop chargé d'histoire. Je lui ai dit peut-être. Si un jour ça me semble juste. Elle m'a répondu qu'elle comprenait. Que son prénom suffisait. Que le simple fait que je sois dans sa vie, c'était déjà plus que ce qu'elle méritait. Et elle le pensait vraiment. Tante Sarah est toujours tante Sarah. Elle vient toujours à mes matchs. Elle vérifie toujours que je mange bien. Elle me serre toujours un peu trop fort quand je rentre pour les vacances. Elle est ma mère. Vraiment, dans tout ce qui compte. Elle ne m'a jamais adoptée officiellement. Elle a dit qu'il ne fallait pas de papier pour aimer un enfant, pour être une famille. Et elle avait raison. Le lien du sang crée des proches. Mais c'est le choix. Qui crée une famille? Et elle m'a choisi. Tous les jours. Elle continue de me choisir. J'étudie le travail social. Je veux aider des enfants comme moi. Des enfants qui ont grandi seuls. Qui s'occupent de parents incapables de s'occuper d'eux. Qui mentent, volent, ont faim, juste pour survivre. Qui croient que l'amour, c'est se sacrifier. Qui pensent qu'ils ne méritent pas d'être sauvés. La docteure Martinez dit que je serai douée pour ça. Que mon vécu peut servir à aider les autres. Que la douleur peut devenir un but. Peut-être qu'elle a raison. Ma mère m'envoie des cartes pour les fêtes. Elle m'appelle pour mon anniversaire. Elle vient aux événements importants quand elle est invitée. Elle reste à l'écart quand elle ne l'est pas. Aujourd'hui, on a des limites. Claires, saines. Elle les respecte. Et moi, je respecte sa guérison. On n'est pas vraiment mère et fille. Pas vraiment amis non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qu'on a construit ensemble. Quelque chose qui fonctionne pour nous. Parfois, je pense à cette petite fille de 11 ans. Celle qui faisait du riz au ketchup, dormait sur le sol, volait pour survivre, et croyait que tout ça, c'était normal. Que c'était ça, l'amour. Et c'en était. D'une certaine manière, elle était aimée. Juste, pas de la façon dont elle avait besoin. Pas de la façon qu'elle méritait.
mais elle a survécu. Elle s'est échappée. Elle a eu tante Sarah et la docteure Martinez. Elle a eu des coéquipiers, des amis. Elle a eu une vie, une vraie vie, une belle vie. Et parfois, quand sa mère l'appelle juste pour dire bonjour, juste pour entendre sa voix, juste pour exister dans le même espace pendant quelques minutes, elle se souvient que l'amour, c'est compliqué, que des gens peuvent être malades et nous aimer quand même, et qu'on peut les aimer en retour, sans s'oublier au passage. Que pardonner ne veut pas dire oublier, que avancer, ce n'est pas revenir en arrière, que la famille, c'est ce qu'on construit, ceux qui choisissent d'être là, ceux qui restent. Alors voilà, c'est mon histoire. Une fille qui s'est élevée toute seule, une mère qui a choisi ses démons, une tante qui a choisi de m'aimer. Ce n'est pas un conte de fées, ni une tragédie sans fin, c'est juste la vérité, juste la vie, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, et ce qui, peut-être, arrivera un jour après l'autre, un choix à la fois, un déjeuner à la fois, et c'est suffisant, plus que suffisant, c'est tout.